Alors ici on se propose donc de commencer donc les exercices en cinétique et on va corriger donc le numéro 24 qui se trouve à la page 100. Donc on a un chimiste qui souhaite réaliser donc l'estérification de l'éthanoate de butyle selon le C2H4O2 plus du C4H10O qui donnerait donc en réaction totale du C6H12O2 plus H2O. Cette synthèse est réalisée donc à 3 températures différentes et à l'aide donc de prélèvements plongés dans des bains d'eau glacée, on réalise des titrages de la soude, par la soude pour estimer la concentration d'acide éthanoïque au cours du temps. Donc on obtient donc 3 courbes différentes avec donc 3 couleurs. La bleue qui correspond à 330 Kelvin, la rouge à 340 Kelvin et la verte 350 Kelvin. Précisez donc l'influence de la température sur la vitesse de réaction. On voit que pour les 3 courbes ici présentées, eh bien plus on augmentait la température, plus on a une pente qui devient importante là-dessus. Ce qui veut dire que, en sachant effectivement que la température est un facteur cinétique, on s'aperçoit que plus la température augmente, plus la vitesse de réaction augmente. La synthèse étudie donc une loi d'ordre 1, de sorte que la vitesse volumique de disparition de l'acide éthanoïque est proportionnelle à sa concentration. On donne un coefficient de proportionnalité, donc le constante petit k, qui est la constante de vitesse, et on précise qu'il y a donc 3 valeurs, K1, 0,044, 0,091 et 0,188. Il est associé donc à chaque courbe sa constante. Puisqu'on a dit qu'on avait donc des vitesses de plus en plus importantes par rapport aux vitesses, ça veut dire que le K1, étant donné que c'est la valeur la plus petite, le 0,044, alors on se trouve en minute moins 1, il correspond donc à la cinétique la plus lente. Cinétique la plus lente, c'est-à-dire que c'est la courbe bleue. Ensuite, on va trouver donc le K2, donc la constante cinétique, qui est à 0,091. Et afin de comprendre cela, il faut se rappeler que cette constante cinétique, elle est aussi le reflet du coefficient directeur de la tangente. Et donc le reflet de ce coefficient directeur de la tangente, ça renvoie en fait donc à cette idée donc de vitesse, puisqu'on est sur une raie cinétique d'ordre 1. Donc à 0,091, on a que c'est la valeur la suivante, on a la courbe rouge. K3 qui serait donc à 0,188, minute moins 1. Cinétique la plus grande, ce qui correspond donc à la courbe verte. Calculez le rapport R, T1,5 sur K. Non, pardon, je me suis trompé de question. Déterminez donc les temps de demi-réaction associés. Alors, il faut se rappeler qu'un temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel l'avancement dans lequel on se trouve, à T1,5, c'est l'avancement maximal divisé par 2. L'autre définition aussi à voir, c'est que la concentration de l'espèce, on va l'appeler grand X, qui sera donc atteinte à T1,5, c'est la concentration initiale maximale du réactif limitant, divisé par 2. Et si on prend donc cette simple définition, on se renvoie donc à dire que pour T1,5 sur le 1, on trouve à peu près 15 minutes. Le T1,5 sur le 2, 8 minutes. Et le T1,5 pour la courbe numéro 3, 4 minutes. Sachant qu'à chaque fois, donc, on part donc de 0,12. On doit donc arriver donc dans les 0,06. Effectivement, donc on va lire les valeurs qui vont tomber en abscisse pour lire les temps de demi-vie, temps de demi-réaction. Maintenant qu'on les a déterminés, on va pouvoir donc faire le calcul associé justement de R T1,5 sur K. Donc R correspond assez souvent à ce qu'on appelle la vitesse volumique, la vitesse de réaction. Donc on a 3 calculs à présenter. On en a un qui va nous donner une valeur de 340,91 pour la première. Mol litre moins 1. Puisqu'on avait donc ici donc des minutes, on sait que lui ce sont des minutes moins 1.
Donc des minutes moins 1 qui vont passer au numérateur, on va obtenir donc des minutes. Donc on a minutes et minutes. Donc on va avoir des minutes au carré. Puis on va obtenir donc pour le second 87,91 et on va obtenir 21,28 pour le troisième. Commenter. Eh bien en fait on s'aperçoit que la cinétique la plus grande, celle-ci correspond donc à la courbe verte. On a une cinétique intermédiaire qui correspondrait donc à la courbe rouge et la cinétique la plus lente qui correspondrait à la courbe bleue. Alors correction de l'exercice 28 sur l'ordre de réaction. Donc la réaction est la suivante, c'est du C4H9Cl plus HO- qui va donner en réaction totale donc du C4H10O plus Cl- le tout en milieu aqueux. On fait donc un suivi conductimétrique. Donc au premier abord, on sait qu'on va devoir utiliser donc la conductivité parce qu'on va utiliser donc la propriété électrique des espèces. Le milieu donc réactionné est préparé en introduisant donc les proportions stoichiométriques telles que les quantités initiales de 2-chlorobutane, donc le C4H9Cl, et les ions hydroxyde HO- soient égales. L'ajout d'ions hydroxyde s'effectue avec la solution donc, de soude, c'est-à-dire qu'on va utiliser dans l'hydroxyde de sodium, Na+, HO-. Et on a un tableau de mesure avec le temps et la conductivité. Visiblement, au plus on avance, plus la conductivité chute. Listez les espèces chimiques qui sont responsables de la conductivité. Donc une conductivité, c'est dû en fait à des espèces qui sont ioniques, des espèces qui sont capables de faire passer du courant électrique. On a donc les ions hydroxyde, les ions sodium, puisqu'on ajoute de la soude, et on voit bien que par la fin, en fin de réaction, on va produire donc des ions Cl-, les ions chlorure. Donc ce sont ces trois espèces qui sont capables de faire passer le courant électrique. D'autant qu'en bas, dans les données, on a effectivement les valeurs de conductivité molaire ionique de ces trois espèces. On demande d'exprimer la conductivité sigma en fonction de la concentration de ces espèces chimiques et de leur conductivité molaire ionique. La conductivité, c'est donc, pour chaque espèce, le calcul de sa conductivité molaire ionique que multiplie la concentration de l'espèce elle-même. Alors, toutes les espèces sont en milieu aqueux, et sachant que chaque espèce a son propre lambda, puisque chaque espèce conduit de son propre chef sa propre conductivité électrique. Et voilà. On note donc C0, 0,50 mol litre moins 1, concentration en ion hydroxyde apportée. Exprimer la concentration en ion Cl- en fonction de la concentration en ion HO-. Alors si on traçait rapidement un tableau d'avancement avec le C4H9Cl plus les HO- qui vont nous donner du C4H10O plus le Cl-. Donc à l'étape initiale, on sait qu'on apporte en proportion stoichiométrique la même quantité de matière, donc N0. On sait qu'on va avoir rien et rien à l'état initial. Puis à l'étape intermédiaire, on va donc avoir un certain avancement x. À chaque fois, donc on a la chance, ici, on a des coefficients stoichiométriques 1. Donc on avance de 1x et on avance de 1x. Mais à chaque fois que j'ai produit donc, cette espèce, ici, par définition d'un réactif qui a été consommé, qui disparaît au fur et à mesure, il ne me reste pas N0. Il ne me reste que moins ce qui a été utilisé pour réagir, et en proportion stoichiométrique, une valeur de 1, donc N0 moins x. Donc ici, N0 moins x. Donc pour faire le calcul, pour faire l'expression de la concentration, eh bien, on peut voir effectivement que la concentration des ions Cl- avec le rapport de calcul de N sur V, eh bien, N des Cl-, ce sont son avancement x sur le volume de la solution. On pourrait faire le même calcul pour les ions HO- qui, à tout instant, vont présenter N sur V, et donc ici, leur N à eux, leur nombre de moles, leur quantité de matière, c'est N0 moins X sur V. Étant donné que le X sur V appartient donc aux deux espèces, on peut voir donc apparaître la relation dans la concentration des HO-, qu'on a donc N0 moins X sur V. V étant un dénominateur commun, on peut donc séparer la soustraction. N0 moins X sur V. Et N0 sur V, ça correspond finalement à l'expression d'une concentration, c'est la concentration initiale en espèce ion hydroxyde, le fameux C0 qui nous est donné donc, dans l'énoncé. On en revient donc à dire que la concentration des HO- pourrait être égale donc à C0 moins
X sur V, on a dit que c'était la concentration des ions Cl-. L'énoncé, lui, propose d'exprimer les Cl- en fonction d'H-. Donc, on va transformer simplement l'équation en disant que le moins Cl- passera de l'autre côté. Je ferai de même pour les ions hydroxydes. Donc, on va avoir C0 moins la concentration des ions H-. Dès lors, pour la question 4, on déduire l'expression de H- en fonction de sigma, et donc de lambda Cl-, des H- et de lambda de Na+. On peut donc écrire, pour la question 4, ce qu'on avait exprimé donc le sigma, qui valait donc de lambda Cl-, la concentration de Cl-, plus le lambda de Na+, concentration de Na+, et on a écrit le lambda de H-, avec la concentration de H-. Donc, étant donné que les ions Cl-, on leur a donné une nouvelle expression, on leur aura dit que voilà, c'était le C0 moins la concentration des H-, plus, alors on va mettre ici maintenant les H-, comme ça ils seront juste à côté. Parce qu'on se doute bien que dans le calcul, on va devoir utiliser les relations entre les deux. Et on a le Na+, qui nous reste sur les bras. Mais ce Na+, il ne faut pas oublier que la concentration qui est fournie, c'est celle initiale, car le Na+, ne réagit pas, c'est un ion spectateur. Donc comme c'est un ion spectateur, il va avoir, lui, le C0 en considération de concentration. On peut donc faire un petit peu le développement mathématique de l'expression. On va tout regrouper les espèces qui ont des C0. Donc on a le lambda de Cl-, plus le lambda de Na+. Tout ça, c'est facteur de C0. Plus les H-, eux qui sont facteurs donc de lambda de H-. Et là, il y a un moins qu'il ne faut surtout pas oublier, donc c'est moins le lambda de Cl-. On a donc exprimé le sigma, sauf que le sujet demande d'exprimer la concentration de H-. Donc, maintenant, si on retransforme notre calcul, donc nous, ce qu'on veut, c'est isoler celui-ci. Ce qu'on veut, c'est trouver ça en fonction de tout le reste dans mon équation. Alors, pour ceux qui ont eu un peu de mal à suivre, d'accord, tout ça, c'est sigma. Donc nous, ce que l'on veut, c'est enlever cette partie-là qui correspond à une énorme addition. D'accord, tout ça, c'est un grand terme, cette partie-là gauche. Et la partie qui est devant les H-, tout ça, il faudra faire attention. C'est un terme unique, mais c'est un terme qui se trouve dans une multiplication. Alors, maintenant qu'on sait que tout ça, ça fait partie d'une addition et qu'on va le mettre de l'autre côté, donc sigma, ce sera moins, il ne faudra pas oublier les parenthèses, lambda Cl- plus le lambda de Na+, le tout en fonction, facteur pardon, de C0, égale, on va se donner une étape intermédiaire, concentration de H-, que multiplie H-, moins lambda de Cl-. Ce terme-là, on l'a identifié comme étant une multiplication, et le seul moyen d'enlever la multiplication, c'est de passer à la division. Donc on va le passer à la division de l'autre côté, mais la division va s'appliquer à toute la soustraction. Donc on va avoir sigma de lambda de Cl- plus lambda de Na+, c'est 0, diviser ce grand terme par l'addition de lambda, soustraction, lambda H- moins lambda Cl-. Et tout ça, ça nous donnera l'expression de la concentration en ion hydroxyde H-. Et donc pour la question 5, il est demandé donc en le justifiant s'il s'agit d'une réaction d'ordre 1 pour la précision. Et bien si on fait bien notre expression en suivant le tableau, on s'aperçoit que sigma en fonction du temps suit cette évolution-là de manière assez grossière. Et cette évolution de sigma en fonction du temps ne correspond pas à une réaction d'ordre 1. Exercice 30 sur les décompositions du peroxyde d'hydrogène. Donc les décompositions du peroxyde d'hydrogène, c'est-à-dire l'oxygéné H2O2, ça aboutit donc à la formation d'eau et de dioxygène. Ce qu'on appelle une dismutation. Donc le réactif réagit sur lui-même. Écrire donc l'équation modélisant la transformation qui a été proposée. Alors une dismutation, c'est-à-dire que le H2O2, on le reverra un peu plus tard quand on fera de l'oxydoréduction, il participe à deux couples redox, il participe une fois en tant qu'oxydant et une fois en tant que réducteur. Donc H2O2 doit être capable de donner H2O plus O2.
Hein. Alors O2, ça sera sous forme de gaz, ce qui pose justement le problème lorsque ça va cismuter. Et l'oxygéné qui est en milieu aqueux. Si on regarde bien donc nos atomes, 2H, 2 oxygènes et 3 oxygènes. Ce qui veut dire qu'on va devoir tout rééquilibrer ici. Le seul moyen, donc, ce sera donc d'utiliser le coefficient stoichiométrique devant H2O, de manière à passer non pas à 3 atomes, hein, c'est un peu gênant ce 3 d'oxygène, que si on met un coefficient stoichiométrique de 2, donc on passera à 1, 2, 3, 4 oxygènes, et comme j'ai déjà 2 oxygènes à gauche, ça sera un peu plus facile donc, de les équilibrer avec un facteur 2, donc ici on va avoir 2, 2 fois 2, 4, et je retrouve bien mes 4 oxygènes. Et par chance, j'ai bien 2 fois 2, 4 hydrogènes, 2 fois 2, 4 hydrogènes, la réaction est équilibrée. La quantité de matière initiale est donnée, donc qu'on a N0 qui vaut 20 mol pour les H2O2. Alors il faut, donc en s'aidant d'un tableau d'avancement, calculer l'avancement final. Alors on va regarder cette écriture-là. D'accord, juste au-dessus, on sait quelle est l'état initial. Donc on aurait proposé N0 mol. Ici, il n'y a rien, puisque par l'image, l'H2O2 n'a pas réagi sur lui-même, hein, il ne se décompose pas. Et puis, à l'étape intermédiaire, on autorise effectivement la réaction avancée. Alors elle avance, c'est-à-dire qu'elle produit une certaine quantité X de produits, tous les deux, mais toujours en proportion, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle se produit, elle produit 2 molécules d'H2O. Donc c'est-à-dire qu'elle doit se produire 2 fois. Et le dioxygène ne se produit qu'une seule fois, donc on va avoir un seul X. En revanche, le réactif, lui, il doit disparaître à chaque fois donc de 2 molécules en réaction. Donc le N0 moins 2X. Nous, on veut l'avancement maximum. Eh bien, on va se placer à l'état final max. Donc on va voir X max. On va faire comme en mathématiques. On va se donner le droit de ne pas écrire le chiffre 1. On va avoir 2X max. N0 moins 2X max. Mais au maximum, que peut-il se passer pour mon réactif? Eh bien, au maximum, ce réactif, il peut être égal à 0. En fait, on en revient à trouver donc, ce qu'on appelle le réactif limitant. Qu'on appelle le RL. Donc, si on résout cette petite équation qui se trouve ici maintenant, N0 moins 2X max, donc on aurait N0 égale 2X max. Nous, on veut trouver l'avancement maximal, on veut trouver X max, donc on en revient à N0 divisé par 2. Et N0 divisé par 2, ça veut dire qu'on va trouver 10,0 mol au maximum. À l'aide du graphique, déterminer le temps donc, de demi-réaction. Le temps de demi-réaction, c'est le temps au bout duquel on a atteint la moitié de l'avancement maximal. Ah bah, ça tombe bien, si je regarde bien le graphique, au maximum, mon asymptote va se trouver donc à la valeur 10, ce qui correspond en fait à mon 10 max. Donc on doit se trouver donc à peu près, pour le temps de demi-réaction, à l'avancement tel qu'on sera donc à la moitié. Donc on doit se trouver à 5,0 mol. Et par lecture graphique, le temps de demi-vie. Donc on se met à 5, on vient chercher la courbe ici l'intersection. Quand on prend l'intersection, on vient chercher sa valeur sur l'abscisse. Et si on fait ça correctement avec une mesure à l'échelle, on tombe sur une valeur qui vaut 1411 secondes. Approximativement, puisque tout va dépendre de la précision qu'on va faire de la mesure. Question 4, on propose donc une méthode permettant d'augmenter ce temps de demi-réaction en vue d'une conservation plus longue de l'eau oxygénée riche en peroxyde d'hydrogène. Donc, on voudrait faire en sorte d'augmenter le temps de demi-réaction. Donc, si ce temps augmente, eh bien, en fait, pour le même avancement, il faut que ma courbe donc, cherche plutôt à s'aplatir là-dessus. Imaginons, je cherche un temps de demi-réaction qui vaut 4000. Donc, on était ici à 5. Donc, si je viens chercher la valeur ici, eh bien, il me faudrait trouver une justification, un moyen d'expliquer que ma courbe part de 0, aller chercher cette valeur-là, pour aller rejoindre un peu plus tard mon asymptote qui est là-bas à 10 mol. Et bien en fait, le seul moyen, c'est soit de prendre des concentrations plus faibles, mais ce n'est pas vraiment le but recherché. Le deuxième choix, il va se tourner en fait vers la température. Si on a une température
qui est plus faible, on ralentit la cinétique. Et si on ralentit la cinétique, et bien de ce fait, on a donc des temps de demi-réaction qui sont beaucoup plus grands. Et on a donc la réponse à notre question, c'est-à-dire qu'on peut donc conserver plus longtemps de l'oxygéné. Et bien en fait, cette justification, c'est le fait que la concentration et la température sont ce qu'on appelle des facteurs cinétiques. Donc, quand on veut conserver de l'oxygéné, on la met au frais. Correction de l'exercice 33 sur les ions triiodures. On étudie la cinétique de la réaction entre la propanone, qui est le CH3COCH3 en UAQ, et les ions triiodures I3-. La réaction donc totale proposera donc de former des CH3COCH2I plus H+, plus 2I-. On fait le suivi par spectrophotométrie. Spectrophotométrie, c'est-à-dire qu'on va faire donc le suivi par l'absorbance, c'est-à-dire en utilisant l'interaction de lumière et d'espèces colorées, ou d'autant moins l'interaction entre la lumière et l'espèce, d'accord, selon la longueur d'onde qui sera étudiée. Donc on se place à la longueur d'onde maximale d'absorption du ion triiodure I3-. On a un tableau donc du temps en fonction, d'absorbance en fonction du temps. Et les conditions initiales du mélange réactionnel sont donc de 20 ml de propanone dilué dans 200 ml d'eau. On ajoute 1 ml de solution aqueuse de triiodure de potassium à la concentration C0, 1,010-2. Donc ce qui veut dire que la propanone est introduite en large excès. Donc si elle est introduite en large excès, ça veut dire que le I3- c'est le réactif limitant. En utilisant la loi de Beer-Lambert, exprimer la concentration en ion triiodure I3- en fonction de l'absorbance. La loi de Beer-Lambert nous dit que normalement, l'absorbance, alors soit je l'écris en disant que c'est K fois C, K c'est le facteur multiplicateur d'absorbance, ou je prends l'expression complète en disant que c'est epsilon lambda fois L fois C. L, longueur de la cuve, epsilon lambda, c'est le coefficient d'extinction molaire de l'espèce. Donc ça, c'est pour l'expression de la loi de Beer-Lambert. Donc, ce qu'on veut, c'est l'expression de I3- en fonction de l'absorbance. Et bien, comme en fait, ici, c'est la seule espèce qui sera colorée, ça veut donc dire que l'absorbance, ce sera donc K fois I3-, que donc l'expression de la concentration ion triiodure, tout ça en milieu aqueux, bien évidemment, ce sera donc l'absorbance divisée par K. Comment est-ce qu'on peut donc trouver le fameux K? Eh bien, il ne faut pas oublier que dans l'expression de la loi de Beer-Lambert, on prend aussi donc le premier fait que K, c'était aussi l'absorbance à l'état 0 de la concentration C0', donc avec la concentration sur le fait qu'on avait donc pas de dilution, et on a donc à voir que l'absorbance. Donc, si on veut faire correctement donc, le travail, on a dit aussi que la concentration des I3- se reliait donc avec l'absorbance. On va donc pouvoir donner l'expression que V, ce sera donc la variation par rapport au temps de l'absorbance sur son coefficient multiplicateur d'absorbance K. K, c'est une constante. Comme on travaille avec le système de dérivés, on peut donc le sortir du calcul. On a donc 1 sur K, que multiplie la dérivée de l'absorbance par rapport au temps. Donc on va pouvoir travailler avec la variation d'absorbance du temps à un facteur K près pour déterminer donc la cinétique. On demandait de faire donc le calcul pour les 4 premières mesures. On va donc avoir V1 donc, qui vaut 2,9 10 puissance moins 6. On va trouver V2 qui vaut 3,2 10 puissance moins 6. On va trouver un V3 qui était à 3 10 puissance moins 6. Et on va trouver un V4 qui se trouve à 3 10 puissance moins 6. Donc représenter l'évolution de la vitesse V en fonction des I3-, et donner un argument permettant de dire qu'il ne s'agit pas d'une réaction d'ordre 1. Eh bien, si on prend ce qu'on vient de faire, notre cinétique, notre vitesse, qui avancerait selon les I3-, elle est plutôt constante.
Donc, comme on a quelque chose qui est très constant et qui n'est pas du tout une expression droite, ni une expression affine, ni encore moins linéaire, eh bien, on n'est pas du tout une expression d'ordre 1. À vrai dire, lorsqu'on est plutôt constant, puisque on n'a pas de droite, on peut sûr et certain dire qu'on est d'ordre 0. Et c'est ce qui rejoint justement la question 5. Alors quand on prendra donc la lecture avec l'expression d'accord que V est égal à K, V est égal à K fois I3 au carré, l'expression de la question 5 nous dit en déduire du coup l'ordre de la réaction. Et bien l'ordre de la réaction, effectivement, on est sur un ordre 0. Et proposer donc une unité cohérente pour K, si on arrive à l'expression de dire qu'on est sur l'ordre 0, que la vitesse est égale à K, alors V est égal à K, si donc c'est donc une cinétique, K porterait donc les unités de mol, l'expression de litre moins 1, et l'expression de minute moins 1 par rapport au sujet qui nous a été proposé.